Eh, salut. Ah, on est filmé. Tu as ton nom à la caisse. On applaudit, on applaudit, on applaudit. On applaudit. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour voir ce remarquable film qu'on va voir ensemble ce soir. Donc, il y a une réalisation de Boris Schwartzman qui est ici présent. C'est pas seulement un documentaire, c'est aussi un objet cinématographique, à mon sens. Et on en parlera longuement après, j'espère. Et peut-être, on va dire quelques mots sur le FIFAC, puisqu'en fait, ce film n'aurait pas été programmé dans aucune salle de la région Aquitaine sans l'intervention du FIFAC, qui est le Festival du film d'architecture et des aventures constructives, qu'on a créé en 2016 et sur lequel Chloé va dire quelques mots. Oui, donc le FIFAC a été créé donc, à Baille-aux-Terre-Neuve et c'est un festival qui réunit à la fois des professionnels du monde de l'architecture, mais aussi du cinéma. Mais il y a aussi des étudiants dont je fais partie, donc des étudiants de l'école d'architecture de Bordeaux, mais d'écoles de cinéma aussi, donc comme 3IS par exemple. Et donc tous les 2 ans, le FIFAC organise une compétition internationale qui dure 3 jours. Et donc cette année, nous sommes une année hors compétition. Et on organise, donc merci à l'Utopial pour nous recevoir ce soir, on organise des événements plus ponctuels tout au long de l'année. Donc je vous invite à suivre un petit peu notre actualité sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez aussi. Et merci beaucoup à Boris de nous faire l'honneur de sa présence ce soir. Et peut-être vous pouvez dire quelques mots sur notre film et je vous laisse le présenter. Est-ce que tu veux dire un mot? Vas-y. Bonjour, donc je suis Manon de ALCA. ALCA, c'est l'agence pour le livre, le cinéma et l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. ALCA est entre autres chargée d'instruire le fonds de soutien pour le livre, pour le documentaire, les longs métrages de fiction, les courts métrages et l'animation. Et c'est dans le cadre de ce fonds de soutien que le film de Boris a été aidé dès 2016. Voilà, c'est un long parcours. On est très heureux que le film puisse être programmé grâce à la contribution du FIFAC en région Nouvelle-Aquitaine. Et Boris on va enchaîner en plus avec une tournée dans d'autres salles de Gironde et de Charente-Maritime jusqu'au 19 mars. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. J'ai la parole. Déjà, je suis très content d'être là parce que effectivement, c'était un long parcours du combattant de faire ce film. Et au niveau du tournage, c'était pas évident. Et au niveau des financements, c'était aussi très compliqué. Et quand on a eu l'aide de l'ALCA, effectivement, ça a vraiment débloqué après toute une chaîne de production qui a permis de le finaliser. J'ai aussi fait le montage, mixage, montage son, étalonnage à Bordeaux avec entre autres Dembo qui est là, Dembo Ziaboula qui a travaillé sur le film. Et il y a aussi Tristan Léry qui est assistant du producteur qui est là. Enfin voilà, donc je suis très heureux. Il y a une équipe locale aussi. Et donc après, c'est aussi un projet qui est fait suite à plusieurs années de travail d'enquête que j'ai faite en Chine sur des questions d'expropriation de terre, sachant que depuis le début des années 90, la Chine est vraiment entrée dans une phase d'urbanisation assez féroce, qui s'est faite dans un premier temps par une restructuration urbaine, donc destruction systématique des centres-villes et du coup transformation complète des villes, et très rapidement qui s'est enchaîné sur une expansion des villes sur les zones rurales. Et ça provoque à peu près 5 millions d'expropriations de paysans par an depuis le début des années 90.
ça ne s'arrête pas, ça continue. Il y a tous les ans des millions de paysans expropriés en Chine. Et c'est vraiment un sujet, un thème, disons, sur lequel je suis tombé en allant voir ce qui se passait hors des villes. Parce que finalement, on entend beaucoup parler de la Chine par ce qui se passe dans les grandes villes, ou alors on a cette image d'Épinal, des campagnes reculées, du paysan qui continue à labourer la terre, coupé de la ville, dans les champs en terrasse avec son bœuf. Et puis, enfin, voilà, on a une espèce de hiatus entre comment on passe du monde rural au monde urbain. Et donc voilà, enfin, quand j'allais dans les autres villages, il y avait des gens qui me racontaient des choses comme ils en parlent dans ce film, et j'avais du coup cette intuition qu'il fallait le filmer, parce que j'étais dans une approche plutôt photographique, et que quelque part la parole des gens était vraiment un moment à garder, de leur donner la parole, voilà, parce que finalement, vu les chiffres qu'il y a et le peu de connaissances qu'on a sur cette situation, j'avais envie de passer de la photographie au film. Et donc on pourra en parler après. On pourrait juste dire, pour finir de mettre en valeur ton film, c'est que autant le renouvellement de la ville sur elle-même est assez documenté, il y a même quelques documentaires qui sont sortis sur les 20 dernières années, autant sur l'expropriation, c'est sans doute un des seuls, il y a quelques photos, mais j'en connais pas d'autres. Bah, en fait, en cinéma, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur... en fiction ou même en documentaire, mais sur les villes tout le temps, effectivement. Ou alors, quand c'est hors des villes, c'est toujours lié à des projets d'envergure nationale. Type le film Sud au Nord déplacé, sur lequel j'ai aussi travaillé, mais qui est vraiment lié à un projet de dérivation de fleuves, lié au barrage des Trois Gorges. Mais pour vous donner une échelle, le barrage des Trois Gorges, dont on a tous entendu parler, pour le coup, c'est 1 million de déplacés. Ce qui est énorme, mais qui n'est rien par rapport aux 5 millions par an pour des tout petits cas disséminés. Ou alors pareil pour les JO de Pékin ou des situations comme ça dont on entend parler, mais des cas en soi négatifs, mais parce que ça vient bousculer aussi une forme, mais là je m'avance sur le débat qu'on pourra avoir tout à l'heure, mais ça vient bousculer une forme de conception de le développement économique, c'est l'urbanisation. Parce que c'est peut-être la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que nous on a connu ça avec l'exode rural et sur 150 ans, mais on n'a pas pour autant détruit tous nos villages et détruit toutes nos zones rurales. Alors que finalement en Chine, c'est une décision inversée, c'est une décision politique de venir urbaniser pour développer entre guillemets. Et donc on transforme les lieux sans être en accord avec la réalité des gens, de ce qui aurait pu être bon pour eux pour faire du développement. Mais vraiment, je pense qu'il faut voir le film avant, on en discute après. Il y a aussi un projet politique dedans, mais on en parlera après. Oui, je pense autant laisser le public découvrir le film. Bonne séance. Chuyển nhảy nó tới tay chỉ cần đỡ dắt cô lên. Chẳng mấy lời chuyển đầu lo ôn. Rồi còn quạt lên. Một bạn bạn yêu kiên trì. Non censuré, on n'est pas habitué à avoir une parole comme ça au monde de Chine. Oui, bien sûr. Alors j'ai été dans le village en 2007 et en 2008, ce que je vous racontais juste avant la projection, d'aller voir ce qui se passait dans les zones périurbaines et comment la ville s'étendait. Je suis arrivé dans ce village avant qu'il soit exproprié, donc il y avait encore tout le village qui était là. Et ils avaient déjà juste rasé les terres agricoles en leur disant vous n'avez plus le droit de cultiver en prévision de l'expropriation qui aura bientôt lieu, quoi. Et quand j'y suis, ça c'était 2007 et 2008, et fin 2008 ils les ont expropriés. Et je suis retourné pour autre chose en Chine et je me suis demandé ce que les lieux étaient devenus.
Et j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui étaient là. Et après, ça s'est fait un peu comme ça. À ce moment-là, c'était extrêmement tendu, c'était vraiment impossible de filmer, c'était en 2009. Mais j'ai gardé contact avec certaines personnes. Et en 2011, j'ai commencé à y retourner. Mais dans mon esprit, c'était plutôt d'aller voir les gens dans la barre d'immeuble. Ceux qui avaient signé, qui avaient été expropriés, avec cette idée de comment on devient du jour au lendemain des paysans qui sont verticalisés. Et en fait, c'était impossible de filmer, parce qu'il y avait 2000 habitants mécontents, et c'était un peu une poudrière, quoi. Et donc la surveillance était telle que il me disait, va voir ce qui se passe dans les villages. Et donc moi, j'allais voir dans le village, un peu en me disant, c'est des archives, je verrai ce que j'en fais plus tard, mais voilà, je sentais bien que cette situation n'allait pas durer. Et finalement, cette situation a duré plus longtemps que prévu. Et il y a une forme de relation de confiance qui s'est fait comme ça au fur et à mesure. Mais après, moi, je n'étais pas dans une posture forcément de me dire je prends une parole, mais plutôt je suis dans une écoute et dans une attente et parle qui veut parler. Donc, du coup, ça a aussi généré, je pense, ce genre de situation où c'était vraiment de la coprésence avec les gens, d'attendre que les choses se génèrent et de ne pas provoquer des situations, disons. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, ça s'est fait sur du long terme, en fait. Sur quoi, une dizaine d'années, peut-être, ça tombe Ce tournage, du coup, de 2011 à 2017, donc 7 ans. Mais effectivement, je les avais déjà rencontrés pour certains en 2007, donc c'était plutôt sur 10 ans, effectivement. Et après, je pense que oui, il y avait aussi des concours de circonstances pas prévus, mais par exemple les fêtes de Bateau Dragon. Au début, quand je les ai vus, je me suis dit c'est du folklore. Bon, je ne voyais pas grand intérêt, mais les gens me disaient, je voyais qu'ils avaient un vrai intérêt. Ils disaient, mais nous, c'est pour montrer aux autorités qu'on est unis, parce qu'un bateau n'avance pas tout seul. S'il y a une seule personne qui rame, ou si on rame chacun dans son coin, le bateau ne va pas avancer. Il faut qu'on soit coordonnés et à l'unisson. Et en fait, ils disaient, après, c'est une symbolique démocratique, quoi. Et donc, moi, je disais, ah ouais, il y a quand même un truc dans ces bateaux dragons. Et en fait, ça a été assez étonnant parce que ça m'a valu une image auprès des autorités et aussi un bon alibi auprès des habitants de dire, c'est notre ami qui s'intéresse au bateau dragon. Et donc, ça a fait que j'ai gagné aussi une forme d'image comme ça, c'est pour ça que je suis là. Et donc, tous les ans, je revenais avec des DVD, je gravais une dizaine d'heures des images que j'avais filmées d'avant et je leur donnais les fêtes des bateaux dragons de l'année d'avant. Et vraiment auprès des autorités, parce que finalement, c'est pas tant gagner la confiance des habitants, le problème, c'est plus que les autorités ne vous chassent pas. Les habitants, il y a la confiance qui est là, et s'il n'y a pas, c'est des gens qui ont envie de parler et on ne va pas forcer la parole. Par contre, si les autorités ne vous laissent pas être là c'est fini. Donc voilà, et en fait, un peu à mon insu, par cette fête de bateau dragon, c'était un heureux hasard, quoi, je me suis mis à avoir une image publique du français, de l'ami étranger qui s'intéresse. C'est ce côté folklorique de la culture. C'est ça, et puis moi, en fait, ce que je faisais, c'est que d'une année sur l'autre, je revenais avec ces DVD, j'en donnais ouvertement à plein de gens, sachant qu'en fait, il y avait des gens qui allaient cafeter. Et donc, dans ces heures de DVD, il n'y avait que des fêtes de bateau dragon, il n'y avait rien d'autre. Donc, je savais très bien que ça allait retomber dans les mains des autorités. Et j'en ai eu pour preuve, la 3e ou 4e fois où j'y suis allé, il y avait quelqu'un que j'ai pas gardé dans le film parce qu'il avait trop peur. En fait, il m'a dit après coup qu'il voulait pas être dans le film, donc j'ai pas gardé les images avec lui. Mais c'était une personne qui était un ancien cadre du village. Et au moment de l'expropriation, il a dit, moi je suis un vrai communiste dans l'âme, mais par contre, mes racines sont là et on ne me déracine pas. Et donc d'un seul coup, il a changé de camp. Et j'arrive chez lui un jour et il était un peu à part des autres. Et il était vraiment isolé, quoi. Et donc j'arrive chez lui et il vivait avec sa femme et son fils seulement. Et c'était son fils qui avait la cinquantaine, lui il devait avoir 75 ans, quelque chose comme ça. Et j'entends plein de voix, donc déjà je trouve ça bizarre, et des voix en mandarin, je me dis quand même c'est un peu étonnant. Et je passe le pas de porte et il y avait plein d'officiels qui me disaient « Camarade, pourquoi tu signes pas ?» Et en même temps ils étaient un peu bourrés parce qu'ils avaient mangé, la façon de négocier c'est toujours autour d'un repas, il y avait la bouteille d'alcool de riz vide. Et moi je les connaissais pas, mais c'était évident que c'était tous des cadres. Et puis il y en a un qui dit « Ah mais c'est le français qui vient tous les ans filmer les bateaux dragons. » Ça veut dire qu'on ne les voit pas, ils sont là sans venir, et puis ils sont outre-mer, c'est quoi l'outre-mer? En fait,
vous avez eu dans les années déjà 49, enfin déjà avant l'arrivée du Parti communiste, il y avait une énorme diaspora chinoise à l'étranger, de gens qui étaient des commerçants, qui allaient, on en avait jusqu'aux États-Unis, hein. Enfin il y avait une présence chinoise, mais l'arrivée du Parti communiste en 1949 a vraiment coupé les choses. Donc il y en a qui ont fui parce qu'ils étaient menacés de mort, parce qu'ils étaient par exemple le propriétaire terrien, et donc il fallait lui prendre tous ses biens et tout ça. Et c'est des gens qui n'ont pu revenir en Chine que dans les années 80 avec Deng Xiaoping qui arrive au pouvoir. Et une façon de rassurer ces gens, c'était de leur dire vous pouvez récupérer vos biens, vous pouvez récupérer des terres, vous pouvez, enfin surtout des maisons. Et c'est en fait les premiers investisseurs chinois, c'est-à-dire qu'à l'époque la Chine était extrêmement pauvre, elle sortait de plusieurs décennies de communisme, d'un pays totalement enfermé sur soi. Et typiquement, rien que pour parler de ce village sans généraliser, c'est eux les premiers à reconstruire une école, à reconstruire les routes, à amener l'électricité, à faire le tout à l'égout, enfin voilà, à ramener l'eau courante dans les maisons, à assainir l'eau des pluies, etc., etc. Et donc c'est des gens qui, aujourd'hui ce serait des investissements, même offrir une bicyclette, à l'époque c'était énorme déjà. Donc c'est des gens qui ont beaucoup apporté et on leur a donné des titres de propriété privés. Et donc paradoxalement aujourd'hui, c'est les seuls qui ont un titre de propriété privée. C'est un truc qui était dans la région. Moi j'ai un fric, s'il vous plaît. Moi j'ai pris la même chose. La pinte de Grimont. Vous êtes 13 là, c'est combien? Ah, on est 13. Ah, super. Bon, c'est un bon chiffre. Oui, 13 boissons. Venez vous asseoir avec nous. 14. Ça marche? Ça marche. Ah bah oui. Alors pour zoomer, je sais pas comment on fait. Toi aussi tu veux t'acheter. Toi aussi tu veux t'acheter un jouet. Et le seul où t'es pas un soin, c'est ça. Arrête avec ton vélo. Tu appuies sur le bouton. Le même. Ok.